Welcome to the Private Equity Exchange, the only summit bridging the gaps between limited partners, private equity funds, corporate executives, and entrepreneurs. With over 1,000 delegates, the Private Equity Exchange is the only venue where LPs, private equity firms, corporate executives, and entrepreneurs meet. Before the events, using our internet platform, schedule one-on-one meetings with delegates that matter most to you and exchange far more than business cards at your deal meetings at the Private Equity Exchange. Gather great market insight with over 120 speakers and 6 tracks to choose from. The Private Equity Exchange, the largest private equity event in Europe for CEOs, funds, and LPs. LBO for management teams. Exiting the LBO, traditional and new exits. The keys to the best valuation, tax treatment, and independence. Introducing Merci et bonsoir. Alors effectivement, comme nous sommes le dernier panel de la journée, on va essayer de faire quelque chose d'un peu interactif, en tout cas pour les panélistes. Donc on a essayé de travailler en commun pour mixer nos présentations et vous donner une vision globale telle qu'on l'imagine, même si nous travaillons sur des segments assez différents, puisque Ciparex, c'est un intervenant sur le slide 1, voilà, qui a une trentaine d'années d'expérience dans le métier du small mid-cap, donc ce sont des petites affaires familiales indépendantes, pour lequel nous gérons ce segment-là à peu près 900 millions d'euros, ce qui en fait un des acteurs importants, je dirais, en France, plus une implantation en Espagne et en Italie, d'où nous activons en fait une équipe d'à peu près une cinquantaine de professionnels travaillant toujours sur le même segment. En 30 ans, nous avons accompagné à peu près 300 sociétés, donc ça fait presque autant de sorties. Donc on va essayer de vous donner témoignage de ce parcours-là. Pour ma part, donc, je suis dans le groupe depuis 16 ans, donc j'ai accompagné une grande partie de ce parcours. Bien, alors je reprends la balle au bon. Donc, Advent International, on n'est pas concurrent avec Ciparex, on est complémentaires. Et en plus, pour la petite histoire, avec Pierre, on était dans la même chambre à l'internat quand on faisait notre prépa HEC. Donc, on a l'habitude de partager nos cours, nos copies. Je ne parlerai pas d'autre chose. Et donc, voilà, ces vieux souvenirs. Je ne sais pas si on a chacun respecté la charte graphique de nos groupes, mais je pense que pour vous, ça sera plus vivant qu'on partage nos slides. On a mis beaucoup de choses en commun. Alors, Advent International, c'est le mot international qui est important dans le nom, parce qu'en fait, on est né en 84 du LBO sur le réseau international d'un fonds américain. Et donc, dans notre métier, qui est un métier de service, c'est très difficile de faire travailler les gens entre eux, ou dans vos entreprises, vous avez dû vous rendre compte, d'un pays à l'autre, quand on a des habitudes différentes. Nous, on a mis 22 ans. Mais on y arrive et c'est une de nos fiertés. Et donc, c'est pour ça qu'on va s'intéresser à des entreprises de taille significative, entre 150 millions et 1,5 milliard. On commence à regarder des affaires plus grosses que ça. Et très souvent, dans des problématiques de développement international. C'est notamment ce qu'on a fait en France. Le fait d'être un seul groupe intégré tout en étant local dans chacun de nos pays nous permet de bénéficier de 100 professionnels et pas d'une dizaine dans chacun des pays. Ce qui nous permet d'avoir aussi un regard sectoriel. On a, outre les 100 professionnels d'Advent, une trentaine d'operating partners qui sont des industriels, des anciens industriels qui travaillent maintenant à nos côtés en tant qu'administrateurs ou dans les due diligence de nos affaires et qui apportent un regard sectoriel. Donc ça, c'est important. C'est pour ça qu'on a l'ambition, alors on y arrive la plupart du temps et on nous confie de l'argent pour ça, de développer la valeur stratégique des investissements que l'on fait, plutôt que de regarder uniquement la valeur financière ou l'effet de levier. C'est pour ça, et vous le verrez, qu'on a notamment beaucoup de sorties industrielles. Les quelques exemples qu'on peut développer, outre le développement international, ça peut être des éléments de restructuration, même si on n'en a pas fait en France proprement dit. Et puis, on a encore un volet d'investissement que l'on fait dans des secteurs à très forte croissance. Alors, en étudiant effectivement la question qui nous était posée ce soir, on s'est dit que finalement, l'équation à résoudre pouvait se résumer de la manière suivante. Tout d'abord, optimiser le prix de l'ensemble des actionnaires, c'est effectivement les actionnaires financiers qui vous parlent ce soir, mais c'est aussi les managers, je crois qu'il y en a beaucoup dans la salle ce soir, donc en essayant de concrétiser la valeur que l'on a co-développée, en tenant compte bien sûr des opportunités, du momentum des opportunités de liquidité, et ce ne sont pas toujours les mêmes, on en a identifié un certain nombre sur lesquels on va revenir, bien sûr de la cession industrielle, quand les industriels sont là, en termes
en termes d'appétit, de bilan désendetté ou de volonté de build-up, c'est cyclique. En termes d'IPO, quand les marchés sont là en termes de sortie et d'introduction en bourse, ou en termes de LBO secondaire, quand effectivement il y a un certain montant de liquidités sur les marchés, ce qui est le cas aujourd'hui, et nous allons y revenir. Toujours en respectant 2 points fondamentaux dans cette équation, que notre sortie soit en phase avec la vision stratégique et patrimoniale du management, c'est un point important. Nous pensons, et on a échangé sur ce point-là, qu'effectivement, on n'a pas d'expérience réussie de sortie sans qu'il y ait un accord avec le management, entre le fonds et le management, sur le timing de cette sortie et la façon dont nous sortons. Et j'espère que Jean-Marc, avec qui nous avons mené une opération débouclée au premier semestre, témoignera de cela. Et deuxième point, en donnant les moyens à la société de construire un après-fonds, puisque en fait, un des principes qui est assez peu repris, et même je dirais beaucoup décrié dans la presse ces temps-ci, c'est que les fonds sont quand même responsables dans ce qu'ils font. Pierre, je me permettrai juste un commentaire. On est dans une phase, et on va le voir, qui est très favorable pour les sorties. C'est peut-être pour ça que ça intéresse moins de monde que d'autres aspects du LBO. C'est plus difficile de faire des investissements que de sortir des investissements en ce moment. Il faut profiter de ce contexte très favorable pour bien étudier les différentes possibilités qui s'offrent au manager et à l'actionnaire. Et il faut trouver la solution adaptée. Il n'y a pas une solution qui va marcher. Ça dépendra de ce que veut faire le manager, du profil de l'entreprise et aussi du type d'actionnariat. Parce qu'il n'y a pas forcément un LBO avec un seul actionnaire. Il peut y avoir plusieurs actionnaires financiers, parfois même des industriels au capital, qui ont un horizon différent. On a fait l'exercice dans nos sociétés respectives de voir les types de sorties réalisées sur les 5 dernières années. Donc on s'est livrés tous les deux à cet exercice-là. Et vous allez voir ce que ça donne en termes de résultats. Tout d'abord, pour le groupe Ciparex, une montée assez forte des LBO secondaires sur les 5 dernières années, donc sur 48 sorties, 33% de LBO secondaires, ce qui témoigne bien de la poussée de ces opérations de LBO secondaires sur lesquelles on reviendra. Ce qui témoigne aussi d'une certaine segmentation du marché. Quand Pascal, tout à l'heure, expliquait que nous n'étions pas sur les mêmes segments, ça va même plus loin. C'est qu'entre le segment d'Advent et celui de Ciparex, il y a encore d'autres segments au milieu. Et donc, il y a des fonds segmentés aujourd'hui par métier et par montant. Deuxième volet, les cessions industrielles. Alors, c'est un grand plaisir de voir que ce poste reprend un peu de couleur dans notre répartition de sortie, puisque à l'origine, le groupe Ciparex a été fondé par des industriels, notamment la famille Michelin. Donc on est très attaché à ces racines industrielles et on a le sentiment effectivement que les industriels avaient un peu arrêté de procéder à des opérations d'acquisition ces derniers temps, enfin, en tout cas ces dernières années, et depuis 18-24 mois, ils sont de nouveau très très présents au niveau de nos pitchs de sortie et on y reviendra. Les IPO, les introductions en bourse, 8% de ces introductions en bourse. Donc c'est le grand retour des introductions pour des petites sociétés. Là aussi, on fera peut-être des distinguos entre les différents marchés. Pour nous, c'est le grand retour des introductions en bourse. En arrière, s'il vous plaît, sur le slide. Voilà. Toujours 8% aujourd'hui. Alors, on n'avait plus d'introduction en bourse ces dernières années, à tel point qu'on avait même procédé à d'autres types d'interventions. On intervenait dans des sociétés cotées via des holdings de tête de sociétés cotées dans lesquelles on faisait des opérations de recapitalisation. Donc en fait, on fonctionnait un peu au-dessus du marché sur ce qu'on appelle les opérations de pipe, donc d'intervention dans les holdings de tête de sociétés cotées. Alors parmi les belles réussites du groupe Ciparex dans ce domaine-là, c'est l'intervention dans Maison France Confort ou dans Stef TFE, avec des capitalisations démultipliées sur les 3 ou 5 dernières années. On vient de retrouver le chemin de la bourse, cette fois-ci non plus pour les investissements, mais pour les sorties, puisqu'avec la naissance du nouveau segment Alternext, nous avons fait au titre du groupe Ciparex 3 introductions en bourse sur le premier semestre. Et si vous le souhaitez, on en dira un peu plus tout à l'heure. Enfin, dernier volet, donc tout ce qui est recapitalisation ou alternative exits sous toutes ses formes. Beaucoup de souplesse, beaucoup de créativité, donc des banques, des financeurs, des middle-owners. Donc là aussi, un segment en forte croissance, dû au fait que la créativité en temps d'économie favorable n'a pas de limite. Donc c'est un segment qui se développe beaucoup. Donc on a fait le même exercice chez Advent. Alors on n'a pas le même échantillon statistique en France, parce que depuis 5 ans, les sorties d'Advent en France, c'est 6 sorties. Donc on a regardé ce qu'on a fait au niveau mondial, puis ça permet de voir aussi des grandes tendances.
sachant qu'au niveau mondial, on peut distinguer peut-être deux natures de pays très différents, les pays émergents et les pays développés. Advent, et c'est cohérent avec notre stratégie de vouloir augmenter la valeur stratégique d'entreprise, valorise mieux ses investissements auprès d'industriels, et donc ça reste le premier poste de sortie pour nous. Alors une très forte majorité, 57%, enfin une forte majorité, quand on prend le portefeuille global, si je ne regarde que le portefeuille pays développés, c'est 40%. Ça reste le premier poste, mais c'est 40%, sachant qu'il y a un biais. Dans les pays émergents, les bourses ne sont pas toujours là. Les marchés LBO n'existent pas, on est pionnier dans pas mal de régions pour ça, et donc les sorties se font à 90% auprès d'industriels pour qui on défriche en fait en constituant des parts de marché significatives pour qu'eux-mêmes puissent s'y intéresser. Une autre tendance, mais qui elle est pas spécifique à Advent, est une réalité dans tous les segments de marché. Sur les pays développés, le LBO secondaire est arrivé à maturité, c'est-à-dire qu'il y a une grande liquidité, il y a beaucoup de fonds. Il y a un marché très liquide de la dette bancaire. On verra les drivers plus tard, mais c'est une donnée importante pour les managers et pour les entreprises parce qu'on verra que c'est vraiment, ça peut être un outil extrêmement utile. Il y a des cas où il faut mieux éviter, mais on vous expliquera tout ça. Les introductions en bourse, vous voyez sur longue période pour Advent, qui a aussi un segment d'investissement des affaires en croissance pour lequel les introductions en bourse ont été très favorables à une période qui est un peu derrière nous. On en retrouve, alors ça ne se voit pas statistiquement parce qu'on est sur des petits nombres, mais on a continué de faire des intros et on continue d'en faire encore en ce moment, mais c'est vrai qu'on n'est plus du tout dans la même tendance. En revanche, on le constate pour des valeurs importantes, pratiquement à chaque fois maintenant on se pose la question de l'introduction en bourse. Ça ne veut pas dire qu'on va le faire, mais c'est redevenu complètement une cible de sortie pour nous. Et en France, alors, je pense qu'on est les bons élèves parce qu'on essaie de se mettre bien avec tout le monde, parce qu'en France, sur les 6 sorties, on a fait 2 sorties en LBO, 2 sorties industrielles et 2 sorties en IPO. Comme ça, tout le monde est content. Juste avant de parler des LBO secondaires, je crois que M. de Gonzague avait... Moi, j'ai fait aussi quelques statistiques, et c'est vrai qu'on assiste à une véritable montée en puissance des LBO secondaires, on peut même dire tertiaires, et même, je crois, quaternaire avec Eau Écarlate, qui a été revendu par Natixis et Barclays à AXA Private Equity. Nous, je me suis livré un petit calcul sur les LBO de plus de 100 millions d'euros cette année. Et en fait, 50% des LBO de plus de 100 millions sont des LBO secondaires ou tertiaires, depuis le 1er janvier. Donc c'est une vraie voie de sortie aujourd'hui, encore. Mais je pense qu'effectivement, comme l'ont souligné Pascal et Pierre, c'est probablement arrivé à maturité et j'espère que... C'est arrivé à maturité et puis ce qu'on constate en France, c'est que la bourse est revenue, et donc est une possibilité, et les sorties industrielles, les industriels qui étaient moins là, qui ont plutôt désinvesti ces dernières années, sont de nouveaux acquéreurs. Donc je crois que pour l'investisseur comme pour l'entreprise ou le management, les 3 possibilités sont... Absolument. Effectivement, dans les drivers et les contraintes des différentes opportunités de sortie, on a essayé d'identifier ce que l'on percevait comme le plus important. Pour les LBO secondaires, donc quelques graphiques qui confirment ce que nous venons de dire. Au niveau, alors cette fois-ci, tout segment de LBO sans taille, au niveau européen, on est à plus de 30% des LBO qui sont des LBO secondaires. Au niveau français, on est à 15% de l'ensemble de tous les LBO qui sont en LBO secondaire. Et ce que l'on peut dire, effectivement, c'est que c'est tiré tout cela par au moins 2 raisons clés. La première, c'est un management qui est de plus en plus professionnel dans ses investissements et qui est lui-même source d'opportunités de LBO secondaires, c'est-à-dire qui provoque les LBO secondaires. Aujourd'hui, plus que hier, on est interrogé par le management pour voir si on ne peut pas réfléchir à une rotation du LBO lorsqu'il y a notamment des réflexions qui peuvent être soit divergentes, soit avec des calendriers différents, on y reviendra. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, ces managers dans un LBO secondaire obtiennent des packages qui sont particulièrement favorables par rapport au LBO primaire. Alors, vous avez un graphe qui le montre ici. On voit que dans ce qu'on appelle les partages de plus-value en fonction des TRI réalisés, en moyenne, c'est une étude qu'a réalisée Aforge en mai 2006, en moyenne, sur un LBO secondaire, on partage jusqu'à 2 fois plus d'argent, c'est-à-dire on restitue au management, lorsqu'on a constaté notre plus-value, jusqu'à 2 fois plus d'argent au-delà d'un certain niveau de TRI. Donc on va généralement plus loin dans le partage
de performance. Et surtout, on commence plus tôt, c'est-à-dire en moyenne, on s'aperçoit que on commence autour de 20% sur des opérations de LBO secondaire, quand on commence plutôt à partager à partir de 30% sur des LBO primaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, le management fait valoir ses droits en termes d'expertise, de sécurité du LBO secondaire et de confort pour les partenaires financiers qui l'accompagnent dans le second tour, ce qu'ils ne pouvaient peut-être moins faire valoir dans le LBO primaire. Tout à fait. Et donc je crois que nous allons avoir une illustration pratique avec l'étude de cas l'Oxam qu'a réalisé Ciparex. Alors, juste, parce que ça a été cité tout à l'heure quand on a, dans la session sur les management packages, c'est une très belle aventure humaine et industrielle. Cette entreprise a été vendue en 1994 par un groupe industriel cimentier suisse à son management, mais son management, bien sûr, était extrêmement minoritaire, c'est un LBO classique. Nous, on est intervenu dans le deuxième LBO. Alors, l'Oxam quand même, mais il y a une petite photo qui doit expliquer assez bien, c'est la location de matériel de BTP. Et puis on voit des agences à peu près au bord de toutes les autoroutes ou zones périphériques de grandes villes. On est intervenu au deuxième LBO, et un deuxième LBO est tout à fait possible à partir du moment où on est sur des entreprises de croissance, des entreprises pour lesquelles c'est vraiment le développement qui génère de la valeur, et le LBO est là pour accompagner, notamment ça permet aussi une révolution du management par le mécanisme de l'effet de levier, donc ça lui permet d'aller dans le sens d'une prise de contrôle progressive, mais ce qu'il faut bien comprendre, et ça a été une réflexion qui a été faite juste avant qu'on intervienne, ça ne doit pas se faire au détriment de la marge de l'entreprise, parce que sinon vous n'avez plus rien à vendre. Parce que si vous faites 2 ou 3 LBO en ne faisant que pomper le cash, pour parler simplement de l'entreprise sans avoir laissé une marge de manœuvre à son développement, tout le monde va être perdant. Et comme notre métier, c'est quand même de faire une plus-value, je crois qu'on n'a pas tellement envie de se tirer une balle dans le pied. Et puis en plus, il y a quand même autre chose, on est conscient qu'on gère des actifs, on est rémunéré pour ça, donc on doit faire une plus-value. Ces actifs sont quand même assez particuliers, ils mettent en jeu la vie professionnelle de gens, ils mettent en jeu des entreprises. Donc on n'est pas simplement en train d'acheter des immeubles ou des actifs complètement matériels. Donc cette aventure est intéressante parce qu'elle a permis au management de développer et de prendre le contrôle de l'entreprise en même temps et en 11 ans. Nous, on est intervenu pour faire le développement européen à un moment où l'entreprise continue à se développer en France, mais à racheter des sociétés un peu partout en Europe pour créer une plateforme internationale. On l'a revendu avec le management. Le management est devenu majoritaire en 2003, et depuis en 2005, il a pris complètement le contrôle avec une recap, un mécanisme dont on parlera tout à l'heure. Il a sorti définitivement les actionnaires. Donc le management et les collaborateurs sont aujourd'hui propriétaires de l'Oxam, qui entre-temps est bien devenu le leader européen du secteur. Alors, deuxième opportunité de sortie, on l'a cité, ce sont les introductions en bourse. Donc, bien sûr, là, plus que le choix du management et du partenaire financier, c'est la présence ou pas des marchés. Et ça c'est pas notre choix ou notre... On est dépendant de ce facteur-là, donc on est prêt à saisir toute opportunité. On voit effectivement qu'après une belle période jusqu'à la bulle, c'était très correct. Ensuite, on est allé jusqu'à quasiment aucune introduction en 2003, et c'est très largement reparti jusqu'à 2003. Alors, depuis 2003, c'est largement reparti notamment par la création d'Alternext. Alternext, c'est un marché pour petites sociétés, des capitalisations moyennes de 30 à 40 millions d'euros. C'est un marché qui a été créé en début 2005, enfin mai 2005. Il y a déjà eu une 60aine d'introductions sur Alternext. C'est un marché qui a trouvé ses marques. Destiné à toutes les sociétés, mais c'est un marché qui est destiné à un certain nombre de jeunes entreprises ou de petites entreprises ayant pas des besoins de levée de capitaux ou des besoins de liquidité particulièrement importants, parce que par définition, je crois qu'il y a eu 300 ou 400 millions de capitaux qui sont échangés sur ce marché-là, donc c'est pas encore un marché extrêmement liquide. Ceci dit, les financiers effectivement ont compris l'opportunité de ce nouveau compartiment de marché, puisque la statistique indique que sur ces 61 sociétés, les 3/4 étaient des sociétés où il y avait déjà des partenaires financiers au capital. Donc il y a eu un certain opportunisme des fonds et du management, ce qui n'a pas été inutile pour certains, puisque certains managers ont pu aussi, à cet égard, se faire une certaine liquidité dans ces opérations d'introduction, tout en n'oubliant pas les contraintes
les contraintes de ce type de marché, c'est qu'il est très difficile de sortir l'intégralité d'un LBO sur un marché. C'est généralement d'ailleurs très mal vu. Il y a des contraintes de lock-up, il y a des contraintes de réglementation, des contraintes de cyclicité, et que généralement, ce n'est pas la sortie privilégiée par les fonds d'investissement qui préfèrent, lorsqu'ils sortent, sortir à 100% ou monter des opérations de LBO secondaires. Ceci dit, effectivement, il y a eu un certain nombre d'opérations. On va illustrer ce propos avec le cas Dufry. Absolument. Dufry, c'est une société de duty-free qu'on a racheté en 2004 à un Français qui avait lui-même repris une société suisse qui s'appelait Weitnauer. On a changé complètement le management de la société, on a changé son nom, on a changé son enseigne, c'est devenu une vraie société de retail. C'est une société qui opère dans à peu près le monde entier, notamment pas mal dans les pays émergents. Et c'est notre position d'investisseur dans les pays émergents qui nous a permis de l'identifier. Pourquoi nous sommes allés en bourse? Alors, c'est vrai que la bourse, c'est souvent le cas idéal quand vous avez un actionnariat complètement fragmenté ou quand vous avez un actionnariat à la fois industriel et financier. Quand on a fait Elior, avec les managers et nous, il y avait une sortie boursière évidente. On était le premier actionnaire financier avec 25%. La bourse nous a permis d'avoir notre liquidité. Là, c'est l'inverse. C'est nous qui étions ultra majoritaires, même si on avait invité le groupe Elior, en tout cas à travers son partenaire espagnol, à investir à nos côtés dans Dufry. En revanche, si on l'a fait, c'est parce que fondamentalement, c'est une société en forte croissance, qui est une société qui va participer et qui participe à la consolidation mondiale aujourd'hui du secteur. Donc on avait besoin de lui donner une visibilité. Ça aussi est trait à la notoriété de l'enseigne. On a créé un nouveau nom, une nouvelle enseigne. D'aller en bourse, ça nous aidait aussi d'un point de vue business à asseoir cette notoriété. Et enfin, il y a un élément qui est lui lié à la structure de l'opération qu'il faut avoir en tête. On parlera tout à l'heure sans doute des recaps. La structure en Suisse ne permettait pas de faire une recapitalisation. Donc pour Advent, c'était une façon de céder une partie de notre investissement à une très belle valorisation, parce que je crois que 2 ans après, l'introduction en bourse s'est faite sur un cours qui représentait 5 fois la mise pour Advent, mais qui donnait aussi, parce qu'on était convaincus qu'on allait pouvoir continuer à augmenter notre investissement, qui permettait de sortir que très partiellement. On a dû vendre 25% de notre ligne, et par contre de l'accompagner. Donc dans la vie de l'entreprise, même pour un investisseur en private equity comme nous, comme Ciparex, on peut être amené à mettre la société en bourse et à rester, parce qu'on considère que c'est encore un bon investissement qui va se revaloriser. Et là, la présence de l'investisseur, du reste, est un élément important lors de l'introduction en bourse et sa politique ensuite pour les marchés et pour les gérants qui vont plus ou moins prendre de titres en fonction aussi des indications qu'on aura sur ce qu'on va faire de nos titres une fois la société introduite. Et à cet égard, on peut aussi réfléchir sur toute structuration qui permet effectivement d'introduire la FI par rapport au holding de tête et qui permet ensuite de répartir le produit de l'introduction et de la mise sur le marché de façon différente au niveau du holding de tête, tout ceci protocolé avant l'introduction, de façon à ce qu'on ait un outil de liquidité dans le holding de tête qu'on n'a pas forcément sur le marché en direct, mais c'est une sorte de seconde bourse au-dessus du marché. Mais on détaillera les cas si vous le souhaitez. C'est notamment ce qu'on a fait cette année sur Mastrad. Alors, dans les sessions industrielles, on vous disait qu'elles sont de retour, effectivement. On voit dans le niveau aujourd'hui du volume de transactions en M&A, on voit la part des LBO qui est en léger retrait, quand vous voyez sur la courbe, par rapport à la montée en puissance du volume de transactions. C'est-à-dire que la part des sessions relatives en industriel, en trade sale, augmente, ce qui est très bon signe, parce que comme le disait Pascal tout à l'heure, ce qui compte pour nous, c'est la validation qu'on crée de la valeur quand on est partenaire d'une affaire. Et la meilleure validation, c'est que des industriels du métier, du secteur ou de secteurs complémentaires valorisent le parcours que nous avons fait. Donc c'est un point pour nous important et sympathique de voir ce volume de transactions industrielles remonter. On va vous donner un cas là très récent qui a fait l'actualité ces dernières semaines, Sport5. Oui, alors comme on est entre signing et closing, je ne vais peut-être pas donner tous les détails. Juste un point important quand même sur la sortie industrielle. C'est pas parce qu'on a dit, on était ravis de constater le développement des LBO secondaires et notamment ce que ça permettait d'apporter une prise de contrôle progressive de l'entreprise par le management et donc d'avoir une continuité de management au sein de l'entreprise. Moi, j'ai quand même vécu beaucoup de cas où il y avait une totale adéquation d'intérêt et de volonté entre le management de l'entreprise, la stratégie, l'entreprise et son actionnaire pour aller vers une sortie industrielle. La sortie industrielle ne veut pas dire
comme on pourrait peut-être l'imaginer à tort, le fonds qui essaye de maximiser contre le management. On a vécu sur MC International un développement international de la société, et le management, assez tôt, 2 ans à peine après le deal, nous a dit on est approché par un groupe américain, il veut faire de nous le fer de lance de ce groupe en Europe. Faisons donc une opération. Et on a été convaincus que il fallait le faire. Donc, et là, le cas de Lagardère reprenant Sport5 est aussi assez intéressant. En fait, donc, société qu'on a rachetée il y a maintenant 2 ans et demi, à un moment où il n'y avait pas un intérêt stratégique pour le contenu dans les médias. On a regardé, après 2 ans, les solutions possibles. RTL étant au capital, la première chose qu'on a regardé, même si c'était minoritaire, c'était une sortie en bourse, parce qu'on dit peut-être qu'RTL serait intéressé par rester. L'avenue de la Coupe du Monde recréer une sorte de climat favorable. Et donc, il faut avoir cette discipline avec le management de regarder les options pour l'entreprise et de les regarder froidement, ce qui est le plus intéressant pour la valeur et pour l'entreprise. C'était pas intéressant parce que il n'y a pas de comparable. Les sociétés de bourse, finalement, n'étaient pas pas capables de valoriser la société parce qu'elles n'avaient pas de référence. C'était assez difficile de mettre une valeur sur cette société. Sport5 a été coté en France dans un contexte très particulier. Et donc, on a fait autre chose, on a fait une recap. Cette recap, c'est important parce que ça permet de faire la preuve que le LBO se passe bien. Et c'est très important parce que ça donne aussi normalement un peu plus de temps à l'entreprise, à ses partenaires. En l'occurrence, nous, ça a eu un effet inverse. Ça a créé et ce qu'on constate aussi, il faut en avoir conscience, autour des recaps, une certaine volonté du marché autour de Sport5 d'approcher Sport5 et le management et de marquer son intérêt. C'est pour ça qu'on a décidé, en accord avec le management, finalement, de mettre en vente. Et on a invité des fonds et des industriels. Le management est fortement intéressé, donc ça évite quand même qu'il y ait des conflits d'intérêts. Et on s'est rendu compte en cours de processus que les industriels étaient prêts à payer une vraie prime parce qu'ils considéraient que rentrer sur le très long terme sur ce métier, qui est le meilleur contenu pour la télévision et pour les différents nouveaux médias qui arrivent, puisque aujourd'hui, le meilleur driver d'audience à la télé, ça reste le football. Alors, c'est une réalité. Les plus grosses diffusions de TF1 tous les ans depuis 10 ans, c'est un match de l'équipe de France, même quand on rencontre des équipes de seconde zone. Voilà. Et donc, un cas important parce que c'est la preuve qu'on fait bien notre métier quand, avec le management, on trouve finalement un partenaire industriel qui va accompagner l'entreprise, qui est prêt à payer une forte prime pour pouvoir l'accompagner sur le très long terme avec des grandes perspectives. Alors, on a fait effectivement la transition sur les recaps. Les recaps, elles ont des drivers qui sont assez simples. En fait, c'est la disponibilité de la dette et la capacité des banques à accompagner et refinancer ces opérations. Un point important, c'est qu'effectivement, en préparant cette table ronde, on nous a dit qu'il faut parler de nouveaux modes de sortie, notamment les recaps. Donc, après en avoir discuté, on s'est dit, effectivement, la recap, c'est tout sauf une sortie, puisqu'on reste dans l'affaire et on recharge. Donc, on va dire qu'en termes de responsabilité et en termes de gestion et de surperformance pour amortir cette dette complémentaire, c'est tout sauf une sortie. On repart pour un tour. Alors, Pascal l'a dit, ça peut être aussi une pré-cession. Ça permet d'afficher un benchmark de prix, ça permet de préparer le marché à cette opération de cession, ça fait un peu de marketing autour de l'opération, mais en tout cas, ce n'est pas une sortie dans notre esprit. Ces recaps ont été favorisés, comme vous voyez sur les graphiques présentés, par les niveaux records des leviers qu'acceptent de mettre en place les banques aujourd'hui, par des conditions contractuelles dans les montages qui se sont détendues. Et je le disais, là, mais on n'en a pas de graphe, par le faible taux de défaut aujourd'hui sur les LBO sont considérés aujourd'hui par la place financière comme des actifs assez sûrs. Et je crois qu'il y a un assez faible taux de défaut, ce qui peut expliquer ces niveaux de levier qui remontent et de conditions qui se détendent. Peut-être juste un conseil. C'est vrai que les refinancements ou recapitalisations ont profité de l'amélioration des conditions bancaires. Mais d'une façon générale, je pense que c'est bon de penser à ce système-là dans les LBO à venir, notamment aussi les premiers LBO. Parce que les premiers LBO, tout le monde est peut-être un peu plus prudent dans la valorisation, dans le plan du management, dans les conditions de financement. Et puis on s'aperçoit qu'au bout d'un an, 18 mois, 2 ans, 3 ans, on est loin d'être au bout de l'aventure industrielle, mais on peut d'ores et déjà refinancer sans fragiliser l'entreprise, parce que la dette n'est pas plus élevée en multiples d'EBITDA, et elle est plus back-ended, comme on dit, c'est-à-dire qu'elle est plus sur la fin, et donc elle ne gêne pas les cash flows, le fonctionnement de l'entreprise.
Donc ça, c'est quelque chose auquel il faut penser parce que ça aide à faire un package pour le management, parce que ça lui donne un deuxième effet de levier, et ça aide à vivre de façon harmonieuse, je dirais, les besoins de liquidité du fonds, dans ce qui est son objet social, hein, de revendre ces lignes, et le développement de l'entreprise en donnant une clause de rendez-vous intermédiaire qui, je crois, devrait faire partie maintenant de la pratique normale de tout LBO. Alors, on reviendra certainement sur les sorties de LBO par des questions à la fin. Et avant de voir notamment un outil de sortie du LBO, la DDD, et la fiscalité liée aux sorties de LBO, nous allons avoir le témoignage de M. Lefebvre et de son expérience avec la société Royal Moto. Sur M. Lefebvre, sur Jean-Marc, d'abord, nous avons souhaité effectivement avoir le témoignage de Jean-Marc après les premiers exemples concrets présentés par Pascal, parce que Jean-Marc a une expérience qui est tout à fait riche et encore rare sur le marché aujourd'hui, puisqu'il a fait une première expérience d'opération de MBI en rachetant une première fois une affaire qui s'appelle Royal Moto France, en y arrivant comme manager externe, donc à l'occasion d'un MBI avec un fonds. Puis nous avons, nous, Siparex, croisé sa route à la fin de cette opération de MBI pour lui proposer de monter une opération de MBO, cette fois-ci, c'est-à-dire avec le management en place dans l'affaire. Et à l'issue de ce parcours-là, nous venons de céder en LBO secondaire l'opération au numéro 2 de l'entreprise, Jean-Marc quittant l'affaire et Siparex vendant sa participation au numéro 2 de l'entreprise accompagné d'un fonds. Donc Royal Moto, c'est une affaire qui a connu 3 étapes, le MBI, le MBO et aujourd'hui le LBO secondaire, avec 3 fonds différents. Et donc je pense que là, vous aurez un témoignage assez complet des contraintes de la vie avec un fonds ou des plaisirs et de la façon dont on s'organise pour faire les sorties. Bonjour à tous. Royal est un mot qui est sur toutes les lèvres actuellement, mais ça n'est pas de la success story de Ségolène dont je vais vous parler. Qui n'est pas encore avéré, c'est le succès avéré de 2 opérations que j'ai menées chez Royal Moto au travers des 4 filiales qui ont été progressivement installées dans le temps. Avec un MBI qui a été long, de 1997 à 2002, 6 ans, et puis une opération courte, un MBO, avec Siparex, qui a duré 3 ans, dont nous sommes sortis au printemps dernier. Alors c'est une histoire de développement apparemment limpide, puisque nous avons multiplié le chiffre d'affaires par 3, les bits par 6 et la valeur par 8. Donc jusque-là, ça paraît relativement simple, mais ce sont 2 opérations qui ont nécessité des partis pris extrêmement forts, qui n'ont pas été si simples que ça, en particulier pour la première, et qui ont connu une partie de leur succès grâce en particulier au fait que 2 opérations, ça veut dire 2 sorties, et ces sorties ont eu lieu sans brutalité, dans la continuité de la vie de l'entreprise, avec pourtant des points de départ qui étaient totalement opposés, comme je vais vous l'expliquer. Dans la première opération, le MBI, j'ai eu finalement une grande chance qui me stressait beaucoup au départ, c'est que le vendeur ne présentait pas de business plan. Ça m'a évité d'être une fashion victime de business plan totalement surévalué et de me situer d'emblée dans le raisonnable, avec un effet de levier raisonnable aussi, et donc de la marge de manœuvre, y compris pour contrer les mauvaises surprises qui n'ont pas manqué d'intervenir. J'ai trouvé une entreprise qui était de nature familiale, qui avait notoirement sous-investi depuis des années, dont l'avenir était relativement fragile par absence de prise de décision, où la motivation du personnel était un petit peu aléatoire. Et par contre, j'ai trouvé des points de bonne surprise qui étaient la conscience professionnelle extrême des équipes et un potentiel plus important que prévu en termes d'activité, de business, en termes de marché. Alors, j'ai effectué, en complet accord avec mes actionnaires de l'époque, un choix qui était de considérer d'emblée que l'opération serait plus longue que prévu et qu'il était préférable, dans un premier temps, de passer
par une étape de repositionnement, restructuration, de fabrication d'un élan, en faisant adhérer le personnel à un projet et en le disant de façon simple. L'idée, en 1997, que j'ai fait passer jusqu'au cran lambda de la société était très simple. C'était de dire, un jour, nous ferons, à l'époque, c'était des francs, 200 millions d'euros de chiffre d'affaires et vous aurez des conditions de travail meilleures. Et je vous le prouverai. Et c'est de là qu'est née, par capillarité, une très forte adhésion, puisque progressivement, j'ai prouvé que cet engagement serait plus que dépassé. La nécessité que j'ai rencontrée, qui était très compliquée, c'est qu'il fallait malgré tout faire face aux aspects retournement de société, mais également, en même temps, la développer avec une vision qui était la mienne, que je partageais étroitement avec mes actionnaires, mais une vision qui se situait entre le réalisme et l'imagination, avec la limite de ce que la vision peut exercer, c'est le cash. J'ai eu, pendant toutes ces années-là, plus particulièrement, une préoccupation quotidienne du cash, de la situation et des choix à opérer pour essayer d'optimiser le développement tout en ayant des contraintes de retournement assez significatives, du moins dans les 2-3 premières années. Le premier vrai résultat, quoique les bits aient augmenté régulièrement entre-temps, ça a été en l'an 2000, et là le vécu est intense, c'est le moment où en fait, au quotidien, j'ai commencé à passer plus de 40-50% de mon temps à préparer l'avenir, plutôt que l'inverse précédemment. La société alors était structurée, compétitive, ancrée dans un tissu international, et pour une PME dans un trou troyen, c'est pas très simple à réaliser, motivée, et il y avait un vrai basculement qui s'est opéré vers l'avenir. Les années passant très vite, surtout pour les actionnaires financiers, il était d'ores et déjà nécessaire d'entrevoir, puisqu'on était en année 4, d'imaginer la sortie. Et cette sortie est intervenue en 2002, fin 2002, à la satisfaction des actionnaires de l'époque. Mais pour ma part, je considérais que je n'avais pas terminé du tout mon plan de développement. Je n'avais pas de successeur. Je n'avais pas un niveau N-1 suffisamment étoffé. Et donc, j'ai choisi de proposer de prolonger ma tâche et donc de conduire une deuxième opération, un MBO. Cette fois-ci, dans une situation beaucoup plus solide au départ que précédemment, bien sûr, avec un point d'entrée totalement différent et avec un moteur en pleine puissance. Donc, dès le départ, j'ai pu non seulement réaliser le plan que j'avais proposé à Ciparex, mais aussi dépasser les résultats, investir et préparer, quoi qu'il arrive, l'avenir à moyen terme de la société. Quelque temps plus tard, après avoir beaucoup travaillé sur le sujet, j'avais enfin un successeur depuis longtemps dans la société, mais désormais préparé à prendre le relais. L'équipe N-1 a été solidement constituée au cours de ce que j'appelle le deuxième round. Et nous avons considéré que la société était prête et avait besoin de passer à la phase 3, au cours de à laquelle j'ai décidé de ne pas participer. Le relais se présentait très bien, les marges de manœuvre pour l'avenir étaient très significatives, mais par contre, pour ma part, je ne me voyais pas, je ne me projetais pas à plusieurs années de là, pour des questions, des questions personnelles, je ne me projetais pas dans ces fonctions, là où elles se trouvaient, et je souhaitais m'orienter vers de nouveaux challenges, tout en ayant le sentiment du travail bien fait.
Ce que Jean-Marc ne dit pas, par pudeur, c'est qu'effectivement, c'est rare quand on a les compétences de quelqu'un qui fait je ne vais pas dire du retournement, mais du repositionnement, ce qu'il a fait dans le premier parcours, dans son MBI. Quand on fait ensuite une forte phase de croissance, donc c'est un autre type de compétence généralement, il a vraiment développé dans la période où nous avons été là ce que l'on peut caractériser comme un LBO de croissance, puisque dans le multiple que nous avons réalisé, la principale partie du multiple venait non pas de l'amortissement de l'effet de levier, mais de deux choses que sont l'accroissement de l'EBIT et la valorisation stratégique de l'affaire, qui avait une notoriété, une part de marché telle qu'elle a été valorisée sur d'autres multiples que nos multiples à l'entrée. Et le troisième point, qui est un facteur absolument clé des sorties, c'est de préparer le terrain à la sortie. Et il l'a préparé sur son rang N-1. Il a fait monter en puissance donc, le numéro 2 de l'affaire, qui avait beaucoup de compétences, qui est un bonhomme très carré, qui était dans l'affaire depuis très très longtemps, donc qui était légitime. Mais encore fallait-il qu'il se sente les épaules de devenir le patron de l'affaire, ce qui n'est pas une évidence. Jean-Marc l'a accompagné dans tout ce dispositif-là. Il a vraiment staffé, à côté du numéro 2 de l'affaire, M. Selzheimer, toute une équipe qui a donné confiance à l'investisseur qui est arrivé derrière, qui avait le sentiment de ne pas jouer un one-man show, sentiment qu'on pouvait avoir il y a quelques années dans l'opération Royal Moto, quand il n'y avait que Jean-Marc, mais de jouer vraiment une équipe, et ça fait une grosse partie de la valeur. Je voudrais peut-être, pour terminer, vous indiquer, dans mon vécu, quelques points saillants que j'ai vécu intensément. Le premier point, ce sont les questions humaines. Je crois avoir contribué à faire aimer une opération de LBO au personnel de la société. Et ça, c'est quelque chose de majeur, tant le sujet pouvait leur être totalement étranger. Et faire aimer à tous les niveaux de la société, ce qui est encore plus difficile qu'à son entourage direct. J'ai fait comprendre que une opération de LBO avec des financiers, c'était une opération de grande chance pour une société qui, au contraire du patron familial qui existait précédemment, autocratique et en one-man show, associait l'ensemble des forces de la société dans un contexte d'investissement avec un plan contrôlé par des actionnaires qui avaient un intérêt majeur à ce que ça fonctionne, et que donc le résultat de tout ça, c'était la pérennisation de l'emploi, l'augmentation des effectifs, puisqu'il y avait fort développement de la société. J'ai multiplié les effectifs par 2, la possibilité d'intéresser la région à nous aider à investir dans un instrument de travail moderne avec des bâtiments extrêmement efficaces et fonctionnels. J'ai amené le personnel vers la participation, améliorer les conditions de travail avec une politique salariale raisonnablement positive. Et en fait, ils ont vite compris que tout le monde y avait intérêt et ils ont œuvré dans une adhésion totale. D'autant plus que le passage de la première opération à la seconde et de la seconde à la troisième se sont effectués sans brutalité et comme, de fait, un non-événement dans la vie de business au quotidien de la société. Le deuxième aspect qui m'a marqué, c'est le fait que on se considère dans un LBO comme un patron, bien entendu, responsable, mais aussi comme un exécutant. Je suis de ceux qui pensent que l'exécution de la stratégie prévue au départ est au moins aussi importante que la stratégie elle-même, d'autant plus que dans une petite PME de la taille de celle que je dirigeais, les aléas sont innombrables et même à court terme, les incidents totalement imprévisibles. Donc l'exécution de la stratégie n'est pas un sous-métier, c'est au contraire le gage pour les actionnaires du résultat.
Fernand Braudel disait « L'avenir ne se prévoit pas, il se prépare ». Les business plans, les instruments prévisionnels de gestion permettent de poser un cadre d'évolution et d'établir des points de repère, en particulier entre le management et les actionnaires. Mais la préparation de l'avenir, c'est l'action, c'est l'imagination, la prise de risque, la capacité d'entraîner des troupes. Et c'est sûrement là, ce sont là les points les plus passionnants de l'aventure que j'ai vécue. Merci de votre attention. Nous passons tout de suite donc à un outil de gestion, donc la Due Diligence Further, par Monsieur de Gonzague. Bonsoir. Alors, moi, je vais revenir sur les aspects, l'intervention de Monsieur Lefebvre, sur des aspects un peu plus techniques, sur les due diligence vendeurs, ou les VDD comme on les appelle. Je l'ai intitulé un outil de sortie du LBO, j'aurais dû l'intituler un outil de cession, parce que c'est utilisé aussi bien lors de LBO que lors de la cession d'entreprise par des industriels. Alors l'une des premières VDD du marché a dû avoir lieu en 95 ou 96 lors de la cession de BSN par Danone. C'était une opération assez complexe. Ça nous venait de l'Angleterre et c'était, je crois, l'une des premières du marché auxquelles j'ai eu le plaisir de participer. Et puis jusqu'aux années 2000, c'est un outil qui ne s'est pas beaucoup développé et qui a commencé vraiment à monter en puissance à partir des années 2000. Et aujourd'hui, on le voit, c'est devenu une véritable pratique de marché. Aussi bien sur les grosses opérations, et ça depuis plusieurs années, puisqu'on le voit en 2005, en 2006, 70% des LBO avaient donné lieu à une vendor due diligence. Sur les plus petites opérations, que nous on appelle les mid-cap, entre 100 et 500 millions d'euros, en 2005, sur 26 opérations, simplement 35% avaient donné lieu à une VDD. Cette année, près de 70% ont donné lieu à des VDD. Et si on descend encore sur le créneau inférieur à 100 millions, je crois qu'on observe la même tendance, peut-être pas aussi développée certainement que sur les grosses opérations, mais on observe aussi le développement des VDD. Alors avant de voir pourquoi c'est devenu une pratique de marché, je pense qu'il est peut-être bon de rappeler ce que c'est qu'une due diligence vendeur et ce que ce n'est pas. Alors, ce qu'est une due diligence vendeur, c'est tout d'abord un processus initié par le vendeur et qui comprend 3 étapes. La première, c'est l'identification de tous les domaines et problèmes qui pourraient intéresser un investisseur. Et c'est une identification qui se fait avec le management et l'actionnaire, et le conseil bien entendu. La deuxième étape, c'est la rédaction d'un rapport complet, rigoureux, objectif, qui va développer tous ces sujets et décrire ces sujets de façon pratique. Et enfin, la dernière étape, c'est la revue bien entendu de ce rapport, qui a été préparé par les conseils, par le management et les actionnaires, et la mise à disposition de ce rapport à des investisseurs potentiels, à des acheteurs potentiels dans une data room. Alors, après cette phase, le rédacteur, je veux dire, du rapport va engager sa responsabilité vis-à-vis de l'acheteur final. Donc, c'est un rapport du due diligence initié par le vendeur, mais pour lequel le rédacteur du rapport va s'engager auprès de l'acheteur final. Alors, une vendor due diligence, je crois que c'est utile de préciser que ce n'est pas un information memorandum, qui a plus un rôle commercial pour aider la cession. Ce n'est pas non plus une attestation de compte historique ou de compte pro forma. Ce n'est pas une description de compte. C'est vraiment une due diligence. Alors pourquoi est-ce que c'est devenu une pratique de marché ? La réponse est claire, c'est un outil pour le vendeur qui aide à maximiser le prix de cession pour le vendeur. Ça ne crée pas de valeur en tant que telle, bien entendu, la VDD, mais ça aide à maximiser la valeur de la cession en accélérant le processus. En effet, tout le travail de due diligence
est fait en amont de la cession, initié par le vendeur. Tous les problèmes susceptibles d'intéresser les acheteurs sont anticipés, identifiés, décrits. Le management est préparé à la cession. Ce qui fait qu'au moment où on va mettre en vente la société, les acheteurs potentiels vont avoir un document qui va normalement répondre à l'ensemble de leurs attentes. Donc on va pouvoir d'abord s'adresser à un nombre plus important d'acheteurs en même temps, et puis l'offre qu'on devrait recevoir de ces acheteurs doit être plus structurée et relativement ferme dans la mesure où l'acheteur devrait avoir des due diligence extrêmement limitées, si ce n'est pas de due diligence. Et donc, de ce fait, le processus de cession va très vite. Et on sait très bien que plus le processus de cession dure longtemps, plus c'est un processus de détérioration de valeur pour le vendeur, parce que bon, le management passe son temps sur la cession au lieu de s'intéresser au business. Et puis deux, l'acheteur trouve toutes les raisons nouvelles pour de nouveaux points de négociation au fur et à mesure du temps. Et puis, plus le temps passe, plus on doit remettre à jour la due diligence, revoir les nouveaux résultats. Et à la fin, on est engagé dans un processus où le vendeur a du mal à sortir et finalement est obligé de céder sur le prix. Donc plus le processus va vite et plus c'est un outil qui permet en fait de maximiser le prix pour le vendeur. Donc je crois que la réponse est assez simple. Alors ce n'est pas un outil très agréable pour l'acheteur parce que justement ça lui laisse nettement moins de levier de négociation que dans le cas contraire. Et donc en conclusion, oui, j'ai souci du temps qui passe. Je crois qu'il y a 3 points à retenir. C'est que c'est un outil qui permet de préparer le management à la cession. C'est un outil qui permet d'anticiper et de résoudre éventuellement les problématiques des acheteurs, et puis donc d'accélérer ce processus, et donc de maximiser la valeur de cession. Merci. Donc maintenant, nous allons voir la fiscalité liée aux sorties, et notamment en ce qui concerne les sociétés et le management. Sur les questions de fiscalité, je crois que vous avez eu il y a déjà eu un certain nombre de commentaires qui ont été faits dans la présentation, enfin dans la conférence précédente sur le package management. Donc je vais essayer de me concentrer simplement sur les aspects effectivement relatifs, l'aspect fiscaux relatif à la sortie du management, qui concerne en fait essentiellement 3 acteurs, le fonds d'investissement, l'investisseur fonds d'investissement, le management et la société. Alors pour le fonds d'investissement proprement dit, je ne crois pas qu'il y ait vraiment de grosses différences a priori dans les différentes, enfin, d'un point de vue fiscal dans les différentes formes de sortie. Et je ne pense pas que ce soit forcément nécessaire ici de rentrer dans le détail de la façon dont fonctionnent en général les sorties de fonds au niveau des fonds d'investissement, dans la mesure où ces fonds, la fiscalité de ces fonds est régie par des dispositifs assez particuliers, qui sont ceux des FCPR et des SCR en France. Pour les fonds étrangers, on a effectivement là aussi recours à des régimes fiscaux favorables et assez particuliers. Et on s'appuie aussi la plupart du temps sur les avantages offerts par la fiscalité luxembourgeoise. Donc sur cette question des fonds d'investissement, pas de véritable, enfin à mon sens, pas de véritable différence dans les incidences fiscales d'une sortie de LBO. Alors, en revanche, évidemment, pour le management, la situation est un petit peu différente puisque lui va se poser à son niveau, à celui du management de 2 questions principales. La première, c'est sa fiscalité personnelle en impôt sur le revenu, comment va être fiscalisée sa plus-value de sortie. La deuxième question, qui va concerner quelques managers, c'est la question relative à l'ISF. Alors, en ce qui concerne l'imposition de la plus-value, tout d'abord, ce qui apparaît évident, c'est qu'effectivement la plus-value, elle va concerner les titres qui sont cédés par le management, mais en revanche, elle ne concernera pas ceux qui sont réinvestis. Et on voit bien que dans ce type de situation, une sortie sous forme de LBO secondaire peut être plus avantageuse pour le management, puisque celui-ci va, dans la plupart des cas, réinvestir une partie de sa mise sous forme d'un apport de ces titres à la société d'acquisition, à la nouvelle société holding d'acquisition. Et cet apport étant rémunéré ou bien par des actions ordinaires ou bien par des actions
de préférences qui peuvent être elles-mêmes convertibles en actions ordinaires, ou encore par des obligations convertibles. Ces dernières présentant l'inconvénient de ne pas pouvoir être placées dans un PEA. Donc on voit bien qu'effectivement, en matière de sortie de LBO, la situation apparemment la plus avantageuse pour le management, c'est de pouvoir réinvestir une partie de sa plus-value. Et de ce point de vue-là, la sortie sous forme de LBO secondaire est a priori la plus avantageuse. Alors on sait toutefois que cette question de l'imposition de la plus-value va forcément évoluer dans les années qui viennent, puisque la loi de finances rectificative pour 2005 a institué un régime d'exonération des plus-values de cession pour les particuliers, qui devrait évidemment concerner aussi les managers dans les opérations de LBO. Malheureusement, ce régime ne produira ses effets qu'à compter de 2012, ce qui veut dire que pour l'instant, évidemment, il est d'effet relativement limité, mais il peut être là aussi intéressant dans des hypothèses de réinvestissement, puisque les plus-values qui sont placées en sursis d'imposition en cas de réinvestissement par le management pourraient bénéficier à la longue d'une exonération si ces titres sont conservés, ou si les titres reçus en échange de ces réinvestissements sont conservés ou réapportés à leur tour jusqu'en 2012. Donc là, effectivement, là aussi, un élément qui peut être un élément avantageux pour les sorties en LBO secondaire par rapport à des sorties sous forme de cession à un industriel ou d'introduction en bourse, où là, effectivement, les possibilités de réinvestissement pour le management sont plus limitées. En ce qui concerne l'ISF, là aussi, normalement, effectivement, une sortie de LBO va entraîner pour les managers qui étaient en situation d'être exonérés du fait au titre des biens professionnels. Là aussi, normalement, la sortie du LBO va entraîner a priori une suppression de ce régime d'exonération. Mais il est toutefois possible, là encore, en cas de LBO secondaire, et en pratiquement uniquement dans ce cas, d'obtenir une nouvelle exonération en transformant la holding d'acquisition en holding animatrice et en confiant aux managers des fonctions de direction dans cette holding animatrice. Ce qui permet de bénéficier à nouveau du régime des biens professionnels et donc de l'exonération ISF applicable à ces biens professionnels. Bon, là aussi, on voit bien qu'effectivement, il sera beaucoup plus difficile dans une cession par voie de cession à un industriel ou par voie d'introduction en bourse de bénéficier de cette possibilité de renouveler l'exonération bien professionnelle. Bon, je ne parle pas des autres régimes d'exonération ou d'abattement en matière d'ISF qui concernent en particulier l'abattement de 75% qui a été institué l'année dernière par la loi de finances, qui demande une conservation des titres pendant 6 ans, donc qui paraît difficilement utilisable dans le cas d'un LBO. Alors, évidemment, pour les managers, évidemment, la sortie du LBO est un élément critique, puisque c'est à ce moment-là qu'il réalise sa plus-value, et c'est aussi à ce moment-là que l'administration fiscale est susceptible de contester la nature de cette plus-value ou la qualification de cette plus-value, et de tenter de requalifier cette plus-value en revenu professionnel imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, le fameux article 92 du Code général des impôts, ou en salaire ou en complément de salaire, qui est soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu, soit pour les revenus de 2006, à un taux marginal de 40%. Alors là, je ne vais pas revenir là-dessus parce que je pense que j'ai compris que vous aviez abordé ces questions assez en détail, enfin très en détail même dans le panel précédent. Bon, je crois qu'il y a effectivement un sujet qui est très sensible là, qu'il faut effectivement gérer évidemment dès la mise en place du LBO et pas simplement à la sortie, et qui dépend beaucoup surtout des instruments qui sont utilisés, pas tellement du mode de sortie du LBO, mais surtout des instruments d'intéressement du management qui ont été utilisés, qui ont été mis en place au départ. Bon, c'est vrai qu'on constate aussi aujourd'hui l'utilisation d'instruments tels que les actions de préférence, convertibles ou pas en actions ordinaires, et un certain recul des BSA, par exemple. Bon. Je pense que ce n'est pas forcément la peine
d'insister davantage sur ces aspects-là, puisque encore une fois, ils ont été, bon, je pense qu'ils sont connus un peu de tout le monde, ils ont fait l'objet de développements assez longs tout à l'heure. Alors maintenant, du côté, on a vu donc le fonds d'investissement, on a vu le management, qu'est-ce qui se passe au niveau de la société qui sort du LBO, qui était sous LBO et qui sort du LBO. Là, il y a également des contraintes qui sont un peu spécifiques à chaque cas de figure. Je dirais que le local plus facile, c'est celui de l'introduction en bourse, puisque là, a priori, il y a peu de questions fiscales qui vont se poser, si ce n'est peut-être effectivement les problèmes de remboursement de la dette ou de refinancement de la dette qui peuvent poser des problèmes éventuellement par exemple de retenue à la source. Mais on peut penser que la structure a été bien montée au départ pour que justement ces problèmes ne se posent pas. En revanche, en cas effectivement de sortie par cession à un industriel ou de sortie sous forme de LBO secondaire, là d'autres questions vont se poser qui sont liées à la sortie de l'intégration fiscale, puisqu'évidemment, là, très probablement, la sortie du LBO va entraîner une rupture du groupe d'intégration fiscale existant et avec toutes les conséquences que ça peut entraîner en termes de si les opérations intragroupes ont été réalisées dans l'intégration du style abandon de créances, subventions, cession d'actifs, etc. Donc là, il y a un coût effectivement qu'il faut prendre en compte. L'impact aussi sur le BFR fiscal, puisqu'on sait que la sortie d'intégration fiscale entraîne une rupture dans le mode de paiement des acomptes d'ADS qui ne sont plus payés à la société mère, mais qui sont payés directement au Trésor. Donc là, il y a une petite particularité aussi qu'il faut prendre en compte. Autre impact fiscal, évidemment, les coûts en termes d'impôt sur les plus-values ou de droits d'immutation, et ça c'est particulièrement le cas en cas de cession à un industriel, si l'industriel souhaite lui ensuite restructurer post-acquisition les sociétés qui étaient sous LBO et qu'il souhaite en particulier les restructurer pour optimiser sa gestion fiscale propre et utiliser au mieux sa capacité fiscale par pays. Dernière contrainte qui est aussi à prendre en compte, c'est celle en France de l'amendement Charras, qui est une vraie contrainte en matière de recapitalisation en particulier, puisqu'elle s'oppose de fait à l'utilisation à la création d'un effet de levier fiscal par simple création d'une société qui serait endettée pour acheter la société sous LBO. Et qui est effectivement cette contrainte Charras impose dans ces conditions-là la plupart du temps d'avoir recours à des mécanismes un peu plus sophistiqués pour pouvoir déduire les intérêts sur la dette qui est réinjectée dans le groupe. Donc des contraintes fiscales qui sont effectivement un peu particulières dans chaque cas. Ce qu'on peut quand même constater, c'est un élément qui est aussi important à prendre en compte, c'est qu'on peut constater un certain allègement quand même de la fiscalité concernant les opérations de sortie de LBO, puisqu'on a pu constater ces dernières années, en particulier un allègement des coûts de sortie d'intégration fiscale, puisqu'il n'est plus nécessaire maintenant de réintégrer dans les coûts de sortie les quotes-parts de frais et charges sur les distributions de dividendes intra-groupe. Autre allègement, on l'a vu, les plus-values de cession pour les particuliers, mais aussi pour les entreprises, puisque à partir de l'année prochaine, les plus-values de cession réalisées par les sociétés, plus-values de cession de titres, seront exonérées, enfin seront limitées à une quote-part de 5% de la plus-value. Donc ça, c'est à compter de 2007. Troisième allègement important, la contrainte Charras, puisque la réintégration des charges financières qui est prévue par ce dispositif est interrompue en cas de changement de contrôle. Ça date de l'an dernier. Autre allègement aussi à signaler qui est important, c'est le raccourcissement, la possibilité de raccourcir la durée des exercices dans l'intégration fiscale, ce qui permet de réduire la période pendant laquelle la société qui sort du LBO et la société d'acquisition ne sont pas intégrées fiscalement donc après l'acquisition. Voilà donc un certain nombre d'éléments qui effectivement peuvent conduire à conclure que les sociétés bénéficient d'une fiscalité de plus en plus avantageuse en cas de sortie de LBO. En revanche, pour le management, la situation reste effectivement plus incertaine et plus risquée. Eh bien, écoutez, on vous remercie beaucoup. Merci beaucoup.